Il pensait l'humilier devant 300 invités. Mais quand la Rolls-Royce noire s'est arrêtée devant l'hôtel, tout a changé. Le mariage était parfait. 300 invités. Un hôtel 5 étoiles à Cocody. Une mariée vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens présents dans la salle. Et au premier rang, une chaise réservée à l'ex-femme du marié. Il avait insisté pour qu'elle soit là. Pas pour célébrer. Pas pour lui souhaiter du bonheur. Il voulait qu'elle regarde. Qu'elle voie tout ce qu'elle avait perdu. Qu'elle reste assise dans une robe simple pendant qu'il épousait une femme plus jeune, plus belle, plus présentable. C'était son plan. Mais au moment où tout semblait sous contrôle, une Rolls-Royce Phantom noire s'est arrêtée devant l'entrée de l'hôtel. 2 véhicules noirs l'encadraient. Les portières des SUV se sont ouvertes en premier. 4 agents de sécurité en costume sont descendus et ont pris position. Puis la portière arrière de la Rolls-Royce s'est ouverte. Un homme en est sorti. Grand, imposant. Costume sur mesure gris foncé. Calme, assuré. Il a contourné la voiture et a tendu la main vers l'intérieur. Et lorsqu'elle est descendue, toute la foule a retenu son souffle. Parce que la femme qu'on attendait brisée est arrivée comme une reine. Quelques jours plus tôt, tout avait commencé dans un petit appartement de Yopougon. Ce mardi-là, Aïssata avait trouvé l'enveloppe dans sa boîte aux lettres. Blanche, épaisse, avec des lettres dorées bien visibles. Elle l'a reconnue immédiatement. Même avant de l'ouvrir, Aïssata savait de qui cela venait. Elle a respiré lentement avant de lire. « Vous êtes cordialement invité au mariage de Didier Kwame et Vanessa Bamba, samedi 14 octobre, Hôtel Ivoire, Abidjan. » En bas, écrit à la main, « Je t'ai réservé une place au premier rang. Viens voir à quoi ressemble une vraie épouse. » Aïssata a relu la phrase sans bouger. Les mots ne l'ont pas surprise. Didier avait toujours aimé blesser avec élégance. Elle a replié la carte, l'a posée sur la table et est retournée vers ses jumelles qui prenèrent leur petit déjeuner. « Maman, c'est quoi ça ?» a demandé Sarah. « Rien d'important, ma chérie. Mange. » Mais Aïssata savait que ce n'était pas rien. Didier ne l'invitait pas par politesse. Il voulait la mettre face à son échec. Il voulait qu'elle voie qu'il avait avancé sans elle. Aïssata avait 32 ans. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Pendant que ses filles dormaient encore, Aïssata s'installait devant sa machine à coudre. Le bruit régulier de l'aiguille était devenu la bande-son de sa vie. Aïssata travaillait comme couturière depuis chez elle. Elle reprenait des robes, cousait des ensembles, transformait des pagnes en créations modernes. Ce n'était pas le grand atelier dont elle rêvait autrefois, mais c'était honnête. Après avoir préparé les filles pour l'école, Aïssata reprenait son travail. L'après-midi, elle allait les chercher. Le soir, elle cuisinait. Puis, une fois la maison silencieuse, Aïssata retournait à sa machine jusqu'à tard. Elle ne se plaignait pas. Elle avançait. Peu de gens savaient ce que son mariage avait été. Quand Aïssata avait rencontré Didier, elle avait 23 ans. À l'époque, Aïssata travaillait dans une boutique élégante à Marcory. Elle ajustait des costumes et rêvait en silence d'ouvrir un jour sa propre maison de couture. Didier était entré un jour avec un costume cher et un sourire assuré. Il parlait vite, parlait bien, parlait grand. Promoteur immobilier, disait-il. Il construisait, il vendait, il investissait. Il revenait souvent. Toujours un costume à retoucher. Toujours un compliment pour Aïssata. Il la faisait rire. Il la faisait se sentir choisie. Au 4e passage, Aïssata lui a donné son numéro. Au 6e rendez-vous, elle était amoureuse. 8 mois plus tard, ils se mariaient à la mairie. Didier promettait qu'un jour, quand ses projets aboutiraient, il lui offrirait un grand mariage, une grande maison, une grande vie. Aïssata l'a cru. Mais la promesse n'est jamais devenue réalité. À la place, Aïssata a découvert un autre visage, le vrai Didier. Et ce que ce visage allait faire à sa vie, allait la transformer pour toujours. Au début, les changements chez Didier étaient presque imperceptibles. Ce n'étaient pas des cris, ni des scènes violentes. C'étaient des phrases dites avec un sourire léger, comme si elles n'avaient aucune importance. Il critiquait la nourriture en la comparant à celle de sa mère.
Il lui disait qu'en tant qu'épouse d'un homme ambitieux, elle devait mieux s'habiller. Il réduisait la couture à un simple passe-temps, quelque chose que font les femmes sans ambition. Chaque remarque semblait insignifiante, prise isolément, mais répétée jour après jour, elle finissait par creuser en elle un doute profond. Peu à peu, Aïssata a cessé de se reconnaître. Elle cousait moins, parce qu'il disait que cela ne servait à rien. Elle parlait moins, parce qu'il trouvait toujours quelque chose à corriger. Elle riait moins, parce qu'il trouvait cela pas élégant. Lorsque les jumelles sont nées, Sarah et Mariam, elle a espéré que la paternité l'adoucirait. Elle pensait que la naissance de ses filles allait stabiliser leur foyer. Mais Didier était de moins en moins présent. Il disait qu'il développait son entreprise, qu'il construisait son avenir. En réalité, il construisait autre chose. Il entretenait plusieurs relations en parallèle. Des messages, des rendez-vous, des promesses murmurées à d'autres femmes pendant qu'elle restait à la maison à s'occuper des enfants. Lorsqu'elle a découvert les conversations sur son téléphone, elle a ressenti un choc froid, mais elle a trouvé le courage de le confronter. Il ne s'est pas excusé. Il ne s'est même pas défendu. Il l'a regardée calmement et lui a demandé ce qu'elle comptait faire. Partir ? Aller où ? Avec quel argent ? Il lui a rappelé qu'elle n'avait plus de carrière, qu'elle ne travaillait plus vraiment, qu'elle dépendait de lui pour tout. Il lui a dit qu'elle n'était rien sans lui. Il l'a dit sans colère, sans agressivité, comme une évidence. Et pendant un moment, elle l'a cru. Aïssata était restée encore 2 ans dans cette maison de Cocody qui, pour les autres, représentait la réussite. Les visiteurs voyaient les meubles, la voiture, les photos accrochées au mur. Ils voyaient le confort. Ils ne voyaient pas le silence. À l'intérieur, Didier contrôlait tout. L'argent passait par lui. Les décisions passèrent par lui. Même les personnes qu'Aïssata pouvait voir devaient lui convenir. Petit à petit, elle avait cessé de donner son avis. Elle vivait dans une belle maison, mais elle ne se sentait plus chez elle. Le soir où Didier est rentré ivre, l'atmosphère était déjà lourde. Il a commencé à parler fort, puis il a accusé, puis il a humilié. Aïssata connaissait ce scénario, mais cette fois, quelque chose a changé. Il a levé la main. Il ne l'a pas frappé, mais le geste était là. Et dans ce geste, Aïssata a vu son avenir si elle restait. Cette nuit-là, elle n'a pas crié. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement pris ses jumelles, quelques vêtements essentiels, et elle est partie. Pas de plan, pas de promesse. Seulement la décision de ne plus accepter. Les premiers jours ont été les plus durs. Elle a dormi dans sa voiture avec ses filles, les couvrant la nuit, racontant des histoires pour qu'elles ne sentent pas la peur. Elle gardait le sourire devant elle. Mais quand elle s'endormait, le silence devenait lourd. Une femme l'a remarqué un matin sur un parking. Cette rencontre a tout changé. Grâce à elle, Aïssata a trouvé un centre d'accueil temporaire. Ce n'était pas le confort, mais c'était un début. Elle a ensuite trouvé un petit appartement à Yopougon. Modeste, simple, mais à elle. Elle a acheté une machine à coudre et elle a repris son métier. Les premières retouches n'ont pas rapporté grand-chose. Les débuts ont été serrés. Chaque facture était une pression. Chaque fin de mois demandait du courage. Mais Aïssata travaillait sans se plaindre. Elle reconstruisait sa vie point par point, comme on assemble un vêtement fragile. Du côté de Didier, il n'y eut ni regret ni tentative de réconciliation. Il envoya simplement les papiers du divorce, convaincu qu'il méritait une femme plus élégante, plus adaptée à son image, persuadé qu'il ne perdait rien mais qu'il montait simplement d'un niveau. Le divorce a été un combat. Didier a contesté la garde. Il a essayé de la faire passer pour instable. Il a minimisé ses revenus pour réduire la pension. Le tribunal a finalement confié les jumelles à Aïssata, mais la somme obtenue était insuffisante. À la sortie, Didier s'est approché d'elle avec ce regard froid qu'elle connaissait bien. Il lui a dit qu'elle pouvait retourner à sa petite vie pendant que lui continuerait à réussir. Aïssata n'a pas répondu. Elle n'avait plus besoin de se défendre. Elle est rentrée et elle a travaillé. 3 ans ont passé. Pendant qu'Aïssata se reconstruisait en silence, Didier, lui, multipliait les conquêtes et les apparitions, davantage préoccupé par son image que par ses erreurs. Et lorsqu'il décida de se remarier, ce ne fut pas par amour, mais avec l'intention subtile de sceller sa réussite
sous les yeux d'Aïssata, raison pour laquelle il lui envoya cette invitation, non pour partager un bonheur, mais pour qu'elle soit témoin de ce qu'il considérait comme sa victoire. 3 jours après avoir reçu l'invitation, Aïssata s'est rendue dans un magasin de tissus à Treichville. Elle cherchait un fil doré précis pour une cliente exigeante. Elle était accroupie devant une étagère lorsqu'une voix calme l'a interrompue. « Vous travaillez ici ?» Aïssata s'est redressée et a découvert un homme habillé simplement, au regard posé. Il ne cherchait pas à impressionner. Il semblait sûr de lui, sans arrogance. Elle lui a expliqué qu'elle ne faisait pas partie du personnel, mais qu'elle connaissait bien les produits. Il cherchait un matériau solide pour restaurer l'intérieur d'une voiture ancienne. Lorsqu'il a mentionné une Mustang de 1967, Aïssata a immédiatement su ce qu'il lui fallait. Elle lui a indiqué le bon vinyle et l'endroit exact où le trouver. Il a été surpris. Elle a simplement répondu que les tissus, c'était son domaine. Ils ont marché ensemble vers l'allée indiquée. La conversation s'est installée naturellement. Il l'écoutait vraiment. Pas comme quelqu'un qui attend son tour de parler. Comme quelqu'un qui s'intéresse. À la caisse, il lui a proposé un café. Aïssata a hésité. Son passé lui rappelait d'être prudente. Mais son regard était calme, respectueux. Alors elle a accepté. Elle pensait que ce serait juste un café. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait marquer le début d'un nouveau chapitre. Le café n'est pas resté un simple café. Ce qui devait être une rencontre brève s'est prolongé naturellement, sans effort, comme si le temps avait décidé de ralentir autour d'eux. Ils ont parlé de choses simples au début, de la chaleur d'Abidjan, du bruit de la ville, des souvenirs d'enfance. Puis la conversation est devenue plus profonde, sans qu'aucun des deux ne force quoi que ce soit. Kofi ne parlait pas beaucoup de lui, mais il posait des questions sincères. Il écoutait réellement les réponses. C'était nouveau pour Aïssata. Elle avait connu un homme qui parlait fort, qui occupait l'espace, qui imposait sa présence. Kofi, lui, n'imposait rien. Il était posé, stable. Il avait cette manière de regarder droit dans les yeux sans juger, sans presser. Le deuxième café est arrivé quelques jours plus tard. Puis une promenade au bord de la lagune à Cocody. Puis un dîner dans un petit restaurant discret où le propriétaire semblait le connaître personnellement. Aïssata remarquait ces détails sans vraiment y prêter attention. Elle ne cherchait pas à comprendre son niveau de vie. Elle voulait seulement comprendre l'homme. Il savait qu'elle avait 2 filles. Il s'en souvenait. Il demandait des nouvelles de Sarah et Mariam. Il retenait les petits détails. La peur de l'orage de l'une, l'amour des fraises de l'autre. Il ne consultait pas son téléphone quand elle parlait. Il ne la coupait pas. Il ne minimisait pas ses rêves. Un soir, après leur 4e sortie, il est venu dîner chez elle. Le repas était simple, préparé avec ce qu'elle avait. Il a mangé sans critiquer, sans comparer. Après le dîner, il a passé près d'1 heure à jouer avec les jumelles, construisant une cabane improvisée avec les coussins du salon. Les rires des enfants remplissèrent l'appartement, et pendant un instant, Aïssata a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sécurité. Lorsque les filles se sont endormies, son téléphone a vibré. Un message de Kofi. Il la remerciait pour la soirée et lui disait qu'elle élevait ses filles avec une force admirable. Il ajoutait qu'il avait beaucoup de respect pour elle. Elle a relu le message plusieurs fois, et pour la première fois depuis des années, elle a pleuré. Pas de tristesse, pas de peur. Elle a pleuré parce qu'elle se sentait vue. Aïssata pensait que Kofi Asseman était un homme ordinaire qui travaillait dans le conseil ou dans les affaires, quelque chose d'assez vague. Il restait discret sur ses activités, et elle ne cherchait pas à en savoir plus. Après son mariage avec Didier, elle s'était promis de ne plus être attirée par l'apparence ou par les promesses. Elle voulait la simplicité. Elle voulait la vérité. Ce qu'elle ignorait, c'est que Kofi Asseman n'était pas simplement un homme d'affaires. Il était le fondateur et directeur général d'un groupe d'investissement privé basé à Abidjan, avec des participations dans plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Il possédait des immeubles commerciaux au plateau, des hôtels à Grand Bassam et des parts dans des sociétés technologiques en pleine croissance.
Sa fortune dépassait largement ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. Kofi vivait dans une grande propriété à Riviera-Golf et disposait d'une équipe de sécurité. Il possédait une collection de voitures anciennes, dont la Mustang qu'il restaurait. Mais rien de cela n'était visible lorsqu'il se promenait en jean et chemise noire dans un magasin de tissus à Trècheville. Il conduisait souvent lui-même un véhicule discret. Il mangeait dans des restaurants simples. Il refusait d'afficher sa richesse, parce qu'il avait appris une leçon douloureuse. Son premier mariage lui avait coûté cher, pas seulement financièrement. Lorsque ses affaires avaient connu une période difficile quelques années auparavant, sa première épouse n'était pas restée pour traverser la tempête. Elle avait quitté le navire avant même qu'il ne se stabilise. Depuis ce jour, Kofi avait décidé qu'il ne révélerait plus sa situation financière au début d'une relation. Il voulait savoir si la personne en face de lui aimait l'homme, ou le statut. Et dans un magasin de tissus à Abidjan, il avait rencontré une femme qui l'avait aidé sans savoir qui il était, sans rien attendre en retour. Une femme qui cousait tard dans la nuit pour élever ses enfants. Une femme qui n'essayait pas de briller, mais qui brillait naturellement. Il n'avait aucun doute sur ce qu'il ressentait. Mais il attendait le bon moment pour lui dire la vérité. Un soir, dans la cuisine de son appartement à Yopougon, après le dîner, Aïssata et Kofi étaient assis face à face autour de la table encore encombrée. Les jumelles dormirent déjà, et la maison était redevenue silencieuse. Aïssata posa alors une enveloppe entre eux. Elle ne dit rien tout de suite. Elle la fit simplement glisser vers lui. « C'est lui », dit-elle calmement. Kofi ouvrit la carte et lut en silence. Son visage resta neutre jusqu'à ce qu'il arrive à la phrase écrite à la main. « Viens voir à quoi ressemble une vraie épouse ». Il releva les yeux vers Aïssata, puis reposa l'invitation. « Tu veux y aller ?» demanda-t-il. Aïssata prit quelques secondes avant de répondre. Elle ne voulait pas lui offrir ce qu'il attendait. Mais elle savait aussi que fuir ne l'apaiserait pas. « Oui, » dit-elle finalement. « Pas pour lui. Pour moi. » Kofi acquiesça lentement. « Alors tu iras, mais tu n'iras pas seul. » Elle le regarda, surprise. Il la fixa avec sérieux. « Aïssata, il y a quelque chose que je dois te dire. » Son cœur se serra. Pendant une seconde, toutes ses anciennes peurs revinrent. Elle s'était déjà trompée une fois. Kofi inspira calmement. « Je ne suis pas simplement consultant. » Elle resta silencieuse. « Je dirige un groupe d'investissement. Je suis à la tête d'une entreprise importante ici à Abidjan. » Aïssata cligna des yeux. « Kofi, qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Il expliqua simplement. Il parla de ses entreprises, de ses responsabilités, de ce qu'il avait construit. Il ne se vanta pas. Il exposa les faits. Elle le regarda longuement. « Et tu viens t'asseoir ici comme si de rien n'était ?» Un léger sourire apparut sur son visage. « Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que tu as, c'est qui tu es. » Aïssata laissa échapper un petit rire nerveux. Puis ses yeux se remplirent. « Pourquoi moi ? Je n'ai rien d'extraordinaire. »« Tu as tout, » répondit-il. « Tu as tenu. Tu as travaillé. Tu ne t'es pas effondré. Moi, je peux acheter des immeubles. Mais je ne peux pas acheter ça. » Un silence s'installa. Kofi reprit l'invitation. « Il veut t'humilier. Il pense que tu viendras fragile. » Son regard devint plus ferme. Ce jour-là, il comprendra ce qu'il a perdu. Aïssata soutint son regard. Et cette fois, pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur. Le 14 octobre arriva plus vite qu'Aïssata ne l'aurait imaginé. Dès le lever du soleil sur Abidjan, l'hôtel Ivoire s'animait déjà. Les décorateurs ajustaient les derniers détails, les fleuristes plaçaient des compositions soigneusement préparées, les photographes vérifiaient leurs appareils. 300 invités étaient attendus. Hommes d'affaires du plateau, influenceuses connues, partenaires stratégiques, amis présents surtout pour l'image. Didier Kouamé savourait chaque minute. Il portait un costume ivoire parfaitement ajusté. Sa montre captait la lumière des lustres. Il saluait les invités avec assurance, affichant le sourire d'un homme convaincu d'avoir réussi. À ses côtés, Vanessa Bamba attirait tous les regards. 26 ans. Silhouette impeccable.
robe estimée à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Elle incarnait exactement ce que Didier voulait exposer au monde. Jeunesse, beauté, apparence maîtrisée. Mais malgré les applaudissements et les compliments, l'esprit de Didier restait fixé sur un seul nom. Aïssata. Il voulait qu'elle soit là. Il avait besoin qu'elle soit là. Il voulait voir son regard lorsqu'elle comprendrait ce qu'elle avait perdu. La cérémonie commença. Les invités se levèrent lorsque Vanessa s'avança vers l'autel. Les téléphones se dressèrent pour filmer. Les applaudissements remplirent la salle. Didier souriait, mais ses yeux revenaient sans cesse vers le premier rang. La chaise réservée à Aïssata était vide. 5 minutes passèrent, puis 10. Un léger doute traversa son regard. Peut-être qu'elle ne viendrait pas. Le prêtre commença les paroles d'ouverture. La salle écoutait. Les caméras tournaient. Puis un murmure se propagea depuis l'arrière. D'abord discret, puis plus visible. Des têtes se tournèrent. Des chuchotements circulèrent. Des téléphones se levèrent à nouveau. À travers les grandes baies vitrées, on apercevait l'entrée principale. Une Rolls-Royce Phantom noire venait de s'arrêter devant le tapis rouge. 2 véhicules noirs l'encadraient. Les portières s'ouvrirent. Des agents de sécurité descendirent calmement et prirent position avec professionnalisme. Puis la portière arrière de la Rolls-Royce s'ouvrit. Kofi Asseman sortit. Grand, maîtrisé, costume gris foncé parfaitement ajusté. Il ne se pressait pas. Il avançait avec la tranquillité d'un homme qui n'a rien à prouver. Il contourna le véhicule et ouvrit lui-même la portière arrière. Et elle apparut. Aïssata. Mais pas celle que Didier pensait connaître. Elle portait une robe dorée sur mesure, dessinée et cousue par ses propres mains. Le tissu captait la lumière avec élégance. Ses cheveux étaient relevés avec sobriété. Ses bijoux scintillaient sans excès. Son maquillage était naturel, lumineux. Elle n'entrait pas comme une invitée blessée. Elle entrait comme une femme accomplie. Kofi lui offrit son bras et ils avancèrent vers l'entrée. À l'intérieur, le silence s'installa peu à peu. Didier tourna la tête. Son visage changea en quelques secondes. Incompréhension, reconnaissance. Puis une inquiétude qu'il ne parvint pas à masquer. Il connaissait cet homme. Dans le monde des affaires à Abidjan, tout le monde connaissait Kofi Asseman. Son nom était associé à des projets majeurs, à des investissements importants, à une influence réelle. Vanessa se pencha vers Didier. « Qui est-ce » Il ne répondit pas. Aïssata entra dans la salle. Elle ne ralentit pas. Elle ne se pressa pas. Elle avançait simplement avec assurance. Kofi marchait à ses côtés, sa main posée discrètement dans son dos. Tous les regards étaient fixés sur elle. Elle arriva au premier rang. La chaise réservée l'attendait. Elle la regarda brièvement, puis leva les yeux vers Didier. Et elle sourit. Un sourire calme, paisible. « Bonjour Didier, dit-elle. Merci pour l'invitation. » Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Vanessa observait chaque détail. La robe, la posture, l'homme à ses côtés. « Tu ne vas pas me présenter à ton épouse » ajouta Aïssata avec douceur. Didier déglutit. « Aïssata, comment je peux être ici » compléta-t-elle calmement. « Tu sembles surpris. » Kofi tendit la main. « Kofi Asseman. Enchanté. » Didier serra la main mécaniquement. Sa paume était moite. La tension devint palpable. Aïssata s'assit au premier rang. Kofi à ses côtés, comme s'ils étaient venus assister à une simple cérémonie. Le prêtre tenta de reprendre. « Didier, acceptez-vous » ?»« Attendez » coupa brusquement Didier. Il ne regardait plus Vanessa. Il fixait Aïssata. « Qui est cet homme ? Où tu l'as rencontré ? C'est quoi cette mise en scène ?» Aïssata croisa les jambes avec calme. « Didier, tu es en train de te marier. Concentre-toi sur ça. » Sa voix était stable. Didier haussa le ton. « Tu arrives ici avec des gardes du corps et une Rolls-Royce ? Toi qui ne pouvais même pas réparer la climatisation de ta voiture ?» La salle retint son souffle. Aïssata se leva lentement. « La robe que je porte, je l'ai cousue moi-même, avec les mêmes mains que tu appelais inutiles.
les mêmes mains que tu disais incapables de réussir. Elle sortit l'invitation de sa pochette. Tu m'as écrit « Viens voir à quoi ressemble une vraie épouse ». Je suis venu. Le silence devint total. La vraie question, Didier, ce n'est pas ce que j'ai perdu. La vraie question, c'est ce que toi tu as perdu. Elle posa l'invitation sur la chaise. Et à cet instant précis, l'atmosphère changea. Vanessa ne regardait plus Didier avec admiration. Les invités ne voyèrent plus un homme triomphant. Ils voyaient un homme déstabilisé. Et la cérémonie, qui devait être son moment de gloire, commençait lentement à se fissurer. Le silence qui suivit les paroles d'Aïssata devint presque oppressant. Les appareils photos ne crépitèrent plus. Les murmures s'étaient éteints. 300 personnes retenèrent leur souffle dans une salle qui, quelques minutes plus tôt, vibrait d'assurance et d'orgueil. Didier sentait les regards peser sur lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ne contrôlait plus rien. Ce mariage devait être une démonstration de réussite. Il était en train de se transformer en jugement public. À côté de lui, Vanessa restait immobile. Elle observait tour à tour Aïssata et Kofi. Son expression avait changé. Ce n'était plus celle d'une mariée heureuse. Son regard était devenu calculateur. Elle connaissait le nom de Kofi Asseman. Tout le monde le connaissait dans les milieux d'affaires d'Abidjan. Les grands projets du plateau, les investissements hôteliers, les partenariats internationaux. Son nom circulait dans les journaux économiques et dans ces cercles fermés où l'argent décide. Elle se tourna vers Didier. Sa voix était basse, mais tranchante. « Tu as divorcé d'elle » Il ne répondit pas tout de suite. « Oui, évidemment », finit-il par dire, agacé. « Tu as divorcé d'elle ? Et maintenant elle est avec Kofi Asseman » Didier serra la mâchoire. « Ce n'est pas le sujet. » Vanessa le fixa longuement. Quelque chose venait de basculer en elle. Elle n'était pas amoureuse. Elle ne l'avait jamais prétendu. Elle était pragmatique. Elle avait choisi Didier pour ce qu'il représentait. Une stabilité apparente, une progression sociale, un confort assuré. Mais elle venait de comprendre quelque chose de plus important. Un homme capable de mépriser une femme comme Aïssata, capable de ne pas reconnaître sa valeur, pouvait aussi mal juger le reste. Et si son jugement était si mauvais, qu'en était-il réellement de ses affaires ? Elle se leva et fit un pas en arrière. « Didier, si tu as été assez aveugle pour perdre une femme comme elle, comment je peux te faire confiance pour construire quoi que ce soit avec toi ?» Un léger mouvement parcourut la salle. Didier tenta de reprendre le contrôle. « Vanessa, ce n'est pas le moment. On en parlera après. »« Non, » répondit-elle calmement. « C'est exactement le moment. » Elle leva la main vers son annulaire. Le geste fut lent, délibéré. La bague glissa de son doigt et elle la déposa sur l'autel. Le bruit du métal contre le bois résonna dans la salle comme un coup sec. « Je ne vais pas épouser un homme qui ne sait pas reconnaître la valeur de ce qu'il a, » déclara-t-elle sans élever la voix. Didier pâlit. « Tu plaisantes ? » ?»« Pas du tout. » Elle se détourna lentement de Didier, fit quelques pas à travers la salle silencieuse, puis passa près de Kofi sans s'arrêter. « C'est bien joué, » murmura-t-elle à peine audible. Kofi ne réagit pas. Elle continua d'avancer entre les rangées de chaises et quitta les regards figés derrière elle, laissant un vide lourd au centre de la cérémonie. Didier resta seul à l'autel, seul devant 300 invités, seul devant les caméras qui continuèrent d'enregistrer, seul devant la femme qu'il avait voulu humilier. Ses épaules s'affaissèrent, l'assurance avait disparu. Il ne restait plus qu'un homme exposé, rattrapé par son propre orgueil. Il se tourna vers Aïssata. « J'ai fait des erreurs. » Elle le regarda sans colère. « Non, Didier, tu n'as pas fait des erreurs. Tu as fait des choix. Chaque parole blessante était un choix. Chaque trahison était un choix. Chaque fois que tu m'as dit que je n'étais rien, c'était un choix. » Sa voix était stable. « Aujourd'hui, moi aussi je fais un choix. » Elle prit le bras de Kofi. « Je choisis de ne plus chercher ta validation. Je choisis de connaître ma valeur. » Ils commencèrent à marcher vers la sortie. Personne ne les arrêta. Personne n'osa parler. Arrivé près des portes, Aïssata se retourna une dernière fois. Didier était figé, incapable de bouger. Elle lui adressa un regard paisible. « Et au fait,
La climatisation de ma voiture fonctionne très bien maintenant. Puis elle sortit. À l'extérieur, l'air d'Abidjan semblait plus léger. La Rolls-Royce les attendait. Mais pour Aïssata, ce n'était pas la voiture qui comptait. Ce n'était pas la richesse. C'était le sentiment d'avoir récupéré quelque chose qu'on lui avait arraché pendant des années, sa dignité. Et pendant qu'il s'éloignait, à l'intérieur de l'hôtel, Didier comprenait enfin ce que signifie perdre quelque chose qu'on ne pourra jamais remplacer. La vidéo commença à circuler, avant même que la réception ne soit officiellement annulée. Un invité la publia. Un autre la repartagea. En quelques heures, les images firent le tour des réseaux sociaux ivoiriens. On y voyait Aïssata entrer dans la salle avec calme et assurance. On y voyait Didier perdre son contrôle. On y voyait la bague glisser et tomber sur l'autel. Les titres se multipliaient. Il invite son ex pour l'humilier et perd son mariage. La femme qu'il disait inutile revient en reine. Mais Aïssata ne passait pas ses journées à lire les commentaires. Le lendemain, elle s'est levée à 5 heures, comme d'habitude. Elle s'est installée devant sa machine. Elle a cousu. La différence, cette fois, c'est qu'elle ne cousait plus seulement pour survivre. Elle cousait avec une vision. Quelques semaines après le mariage annulé, Kofi lui proposa de visiter un immeuble au plateau. Le bâtiment était lumineux, entouré de grandes baies vitrées, encore vides, prêts à être transformés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en entrant. « Ton atelier. » Elle le regarda, incertaine. « Ton propre espace. Ta maison de couture. Pas un coin dans un appartement. Pas une machine au milieu du salon. Un vrai studio. » Il avait déjà entamé les démarches pour enregistrer officiellement son entreprise sous le nom de Kone Creations. Il n'avait choisi ni les tissus, ni les modèles, ni la direction artistique. Il n'avait rien imposé. Il avait simplement ouvert la porte. « Le reste, c'est toi, » dit-il. Aïssata traversa la pièce lentement. Elle imaginait les tables de coupe, les rouleaux de pagne, les mannequins d'essayage. Elle pensa à sa mère, à sa grand-mère. À toutes ces nuits où elle cousait pendant que ses filles dormaient. Les larmes montèrent, pas des larmes de douleur, des larmes de reconnaissance. 6 mois plus tard, sa première collection, inspirée des motifs traditionnels ivoiriens revisités pour une clientèle moderne, fut présentée lors d'un événement privé à Abidjan. Les commandes affluèrent, des femmes d'affaires, des artistes, des personnalités publiques. Mais le moment qui marqua le plus Aïssata ne fut pas le succès médiatique. Ce fut le jour où Sarah et Mariam entrèrent pour la première fois dans son atelier officiel. Elle courait entre les tables, émerveillée. « Maman, tu as fait tout ça ?» Aïssata s'agenouilla devant elle. « Oui, chaque couture. »« On est riche maintenant ?» demanda Sarah. Aïssata sourit doucement. « On a toujours été riche. On ne le savait juste pas encore. » De son côté, Didier vit son image s'effondrer. Les partenaires devinrent prudents. Certains contrats furent suspendus. Les investisseurs n'aiment ni l'instabilité publique, ni les scandales viraux. Sa réputation d'homme sûr de lui se fissura. Les propriétés qu'il gérait étaient déjà fortement financées à crédit. Sans nouveaux projets, l'équilibre vacilla. En moins d'1 an, il perdit la maison de Cocody. Il revendit sa voiture. Il accepta un poste subalterne dans une autre agence immobilière. Il tenta de contacter Aïssata plusieurs fois. Elle ne répondit jamais. Il essaya d'approcher Kofi une seule fois par l'intermédiaire d'un contact commun. La réponse fut simple et professionnelle. « Monsieur Assema ne traite pas avec des personnes extérieures à son réseau d'affaires. » Didier comprit alors que certaines portes ne se rouvrent jamais. Quelques mois plus tard, un matin de décembre, dans le silence de son atelier, entouré de tissus et de machines, Kofi prit la décision qu'il mûrissait depuis des semaines. Il s'agenouilla devant Aïssata pour lui demander de devenir sa femme. La bague qu'il lui tendit était en or tressé, inspirée des motifs africains, avec un diamant discret au centre. À l'intérieur, une gravure simple, Alesset, là où tout avait commencé. Elle accepta avant même qu'il termine sa phrase. Leur mariage fut simple, intime, sincère, pas 300 invités, pas de démonstration, pas de revanche, seulement des proches, et une femme qui avait retrouvé sa valeur.
Didier avait envoyé cette invitation avec une intention précise, rappeler à Aïssata ce qu'il pensait qu'elle avait perdu. Il voulait qu'elle se sente inférieure, qu'elle doute de son chemin, qu'elle mesure, selon lui, l'écart entre leurs vies. Mais il ignorait une vérité simple et implacable. On ne réduit jamais la valeur d'une personne en refusant de la reconnaître. On ne fait que révéler les limites de son propre regard. La femme qu'il appelait inutile a bâti son propre empire. Les mains qu'il méprisait ont cousu son avenir. Et l'homme qu'il pensait impossible à trouver marchait désormais à ses côtés. Parce que la vérité est simple. La valeur d'une personne ne diminue pas parce qu'un autre refuse de la reconnaître. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de se venger. C'est de devenir exactement ce qu'on vous disait incapable d'être et de laisser le monde en être témoin. Et vous, quelle leçon retenez-vous de cette histoire? Quel moment vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. Je prends toujours le temps de lire vos messages et j'apprécie sincèrement chacune de vos réactions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa valeur ne dépend jamais du regard de ceux qui l'ont sous-estimé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.